bienvenue sur le webinaire organisé par BPI France Université. Webinaire portant sur les méthodes et outils pour élaborer votre stratégie d'entreprise. Donc ce webinaire intervient en complément, en application, si je puis dire, d'un module d'e-learning qui figure donc sur le site de BPI France Université, module d'e-learning qui porte donc sur la stratégie d'entreprise en PME. Et donc, il s'agit là dans notre webinaire aujourd'hui de passer aux travaux pratiques en quelque sorte sur 4 points précis de la démarche de réflexion stratégique. Alors, nous allons dans un premier temps regarder quels sont les 4 points précis que nous allons traiter dans notre webinaire aujourd'hui. Alors, figure ici sur la diapositive qui apparaît à l'écran, figure la démarche générale de stratégie en PME. Donc, je ne la présente pas de nouveau puisque vous êtes tous censés connaître cette démarche. Et donc, on va aborder plus précisément 4 points. Alors que je vais pointer avec le petit pointeur vert là, qui apparaît à votre écran. Donc, le premier sujet, on va commencer peut-être par le plus facile des 4 que nous allons aborder aujourd'hui pour se mettre en jambes. Donc, le premier sujet va porter sur les compétences distinctives. Donc, ces points-là font partie de l'analyse interne de l'entreprise. Et comme je le développerai par la suite, les compétences distinctives sont les compétences ou les savoir-faire que l'entreprise détient et que peu d'entreprises autres détiennent, voire aucun autre concurrent ne détient. Voilà. Ça, c'est le premier sujet qui donc va être intégré à l'analyse interne de l'entreprise. Notre deuxième sujet pour aujourd'hui, notre deuxième thème, plus difficile, celui-là, plus technique, va porter sur l'évaluation des marchés de l'entreprise. Et là, on se situe cette fois-ci dans la partie analyse externe de l'entreprise, analyse de ses marchés, de la concurrence, etc. Et on va essayer de répondre à la question comment évaluer la taille du marché, comment évaluer la taille de mon ou de mes marchés, sachant que quand on est en PME ou même en ETI, les marchés sont toujours très pointus. Ce sont des marchés qu'on appelle non documentés, c'est-à-dire en clair, il n'y a pas de statistiques sur ces marchés. Et c'est donc difficile de les évaluer. Vous voyez, pour prendre quelques exemples tordus, mais bien réels, puisque j'y ai été confronté dans l'exercice de ma profession de conseil en stratégie, on va par exemple devoir évaluer la taille du marché des cercueils capitonnés. Tenez, prenons quelque chose de joyeux pour commencer. Ou la taille du marché des vannes à accouplement magnétique. Vous voyez, les vannes à accouplement magnétique, c'est tout de suite beaucoup plus poétique. Voilà, donc on verra comment évaluer ces tailles de marché. Notre troisième thème pour aujourd'hui portera sur l'élaboration des scénarios stratégiques. Quand on fait une réflexion stratégique, quand on conduit une réflexion stratégique, on élabore plusieurs scénarios, 3 ou 4 en général, qu'il faut comparer. Et donc, on va voir comment élaborer ces scénarios et comment les comparer. Et puis, quatrième et dernier thème pour aujourd'hui, dans l'heure que nous avons devant nous, ça portera cette fois-ci dans le volet mise en œuvre de la stratégie, ça portera sur le plan d'action, comment on élabore un plan d'action, donc en aval, en déclinaison de la stratégie retenue, quelles sont les règles simples à respecter pour que ce plan d'action soit à la fois fidèle à la stratégie et, c'est un peu bêta ce que je vais dire, mais soit réellement appliqué, puisque un plan d'action qui n'est pas appliqué eh bien, ne vaut pas grand-chose, puisque, pour prendre une citation que j'affectionne, une stratégie ne vaut rien s'il n'y a pas d'exécution. Et donc Napoléon Ier disait « La stratégie est un art simple, mais tout d'exécution ». Voilà, il parlait de la stratégie militaire qui était son champ d'action, parce que je ne crois pas qu'il ait été très actif en matière de stratégie d'entreprise. Voilà, nous allons donc aborder successivement ces 4 thèmes dans notre webinaire. Un petit rappel peut-être sur ce qu'est une compétence distinctive. Donc, une compétence distinctive pour une entreprise, c'est un savoir-faire qui est détenu par cette entreprise, bien sûr, et qu'aucun concurrent de cette entreprise ne détient, ou si on est un petit peu plus souple, que peu de concurrents détiennent. Voilà, donc si on le dit dans des termes encore plus familiers, si je puis dire, c'est une chose que l'entreprise sait bien faire et que personne d'autre, ou presque, ne sait faire. Alors, à quoi est-ce que ça sert une compétence distinctive pour une entreprise? Ça sert à 2 choses principalement. Tout d'abord, à asseoir sa position concurrentielle. Évidemment, plus cette entreprise aura d'importantes compétences distinctives, plus elle sera compétitive et plus elle pourra gagner des parts de marché.
Et puis, deuxième élément, ça sert également à dégager un bon niveau de rentabilité, puisque plus elle aura de compétences distinctives, plus elle pourra se différencier normalement de ses concurrents, hein, puisque, rappelons-le, c'est quelque chose que l'entreprise sait faire et pas ses concurrents, et plus elle pourra le valoriser, le monétiser, comme on dit dans un langage actuel et moderne, plus elle pourra le monétiser auprès de ses clients. Alors ça suppose, pour définir ces compétences distinctives, et je vais ensuite illustrer ça par un exemple, ça suppose de bien sûr bien connaître ses propres atouts et handicaps. Bon, ça c'est normalement le cas dans les entreprises dans lesquelles vous vous trouvez, mais ça suppose aussi de bien connaître les atouts et handicaps de ses concurrents, bien sûr, hein, pour savoir si les concurrents les détiennent ou pas. Voilà. Alors, ce qu'il faut noter, avant qu'on passe à un petit exemple illustré, ce qu'il faut noter, c'est que toutes les compétences distinctives ne se valent pas. En effet, il faut que cette compétence distinctive corresponde à un besoin, une attente des clients. Si vous avez une compétence distinctive qui n'est pas utile aux clients, eh bien, ça ne servira à rien et vous ne pourrez pas la valoriser. Voilà. Si, je sais pas, dans une automobile, vous avez comme compétence distinctive de savoir faire une automobile avec 38 roues, il y a peu de chances que, alors, sauf peut-être des clients militaires, mais il y a peu de chances que les clients comme vous et moi soient intéressés par avoir une voiture qui a 38 roues, donc ça, ce serait une compétence distinctive qui ne sert à rien. Alors, passons à la pratique, et donc à la diapo suivante. Et avant de passer à la pratique, il m'est rappelé, et heureusement, que nous allons faire un petit sondage, hein, donc à 3 reprises dans l'heure que nous allons passer ensemble, nous allons faire un petit sondage. Et donc, la question est de combien de compétences distinctives disposez-vous? Donc, apparaît normalement sur votre écran une petite boîte de dialogue là qui va vous permettre de répondre. Et je vous laisse donc y répondre. Voilà, je vois que certains d'entre vous ont démarré. Je vous laisse quelques secondes le temps de répondre. Voilà, je vois que c'est bien, vous vous y êtes bien mis. On clôt, je pense, maintenant le sondage. Voilà. Nous pouvons clore le sondage. Alors, quels sont les résultats de ce sondage? Alors, vous êtes assez peu nombreux, seulement 4%, à considérer que votre entreprise n'a aucune compétence distinctive. Bon. Pour ces 4%-là, c'est embêtant que votre entreprise ait aucune compétence distinctive parce que, en gros, ça veut dire que sa seule arme pour lutter contre ses concurrents, ça va être de jouer sur les prix. Et donc là, alors c'est pas impossible, mais du coup, il faut avoir une excellente maîtrise de ses coûts pour que ça puisse fonctionner. Vous êtes la très grande majorité, 60%, à considérer que votre entreprise a une ou deux compétences distinctives. Bien, ça correspond en effet à la moyenne des entreprises, notamment des PME, qui détiennent une à deux compétences distinctives. Et si ce sont des compétences distinctives, comme je le disais tout à l'heure, qui correspondent à des attentes du marché, ça peut être tout à fait suffisant pour bien développer l'entreprise et bien la rentabiliser. Vous êtes ensuite 24% à avoir 3 ou 4 compétences distinctives. Donc, ça, c'est évidemment encore mieux. Évidemment, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce sont vraiment des compétences distinctives? Mais là, à ce stade, je vais vous faire confiance, bien sûr. Et puis, vous êtes 4% à considérer que votre entreprise dispose de 5 ou voire plus compétences distinctives. Ça, c'est un peu miraculeux et du coup, j'aurais tendance à dire, bon, vérifions bien que ce sont des compétences réellement distinctives et qu'il n'y a pas de concurrents qui les détiennent également. Voilà, écoutez, merci de vous être prêté à ce jeu du sondage, donc on y reviendra 2 autres fois. Et maintenant, je vais illustrer, pour terminer sur ce premier point des compétences distinctives, je vais vous donner une petite illustration. Alors bon, c'est un diapo là, qui est un peu lourd, on ne va pas rentrer dans le détail, on va regarder les principes. Donc ça, c'est sur cette diapositive, vous avez, je vais me saisir du petit pointeur, voilà, vous avez un certain nombre de savoir-faire, là il y en a une petite dizaine qui ont été identifiés pour votre entreprise. Et donc, vous voyez par exemple le fait d'être capable, je prends celle-là au hasard, d'évaluer sur le plan financier et de planifier l'activité clé en main. Là, c'est, vous voyez, un exemple d'une entreprise qui fait des salles blanches, hein,
notamment la pharmacie, l'électronique, etc., des salles dans lesquelles il n'y a pas de poussière ou alors un empoussièrement contrôlé. Donc voilà, ça c'est un savoir-faire détenu par cette entreprise. Et donc on va se poser deux questions. La première, c'est la colonne là qui est à droite, c'est est-ce que ce savoir-faire est plus ou moins bien maîtrisé par votre entreprise? Donc voilà, on peut faire une petite échelle comme c'est le cas ici, de plus, enfin de moins à plus. On peut aussi s'amuser à mettre des notes sur 10, ça peu importe. Donc on voit par exemple que ce savoir-faire-là est très bien maîtrisé par l'entreprise. Et la deuxième question va donc être de savoir si c'est un savoir-faire, une compétence distinctive ou pas. Et donc c'est là qu'il y a les deux colonnes. Si on considère que cette compétence est détenue par d'autres concurrents, par des concurrents, eh bien on considérera que c'est une compétence banalisée, un savoir-faire banalisé. Vous voyez que dans la majorité des cas ici, les savoir-faire détenus par cette entreprise sont banalisés, c'est-à-dire qu'ils sont également détenus par d'autres. Et qu'on a quelques cas, et c'est justement le cas de notre évaluation financière et planification de l'activité clé en main, eh bien, on considère que les concurrents ne détiennent pas ce savoir-faire, et donc ce sera un savoir-faire distinctif. Donc vous voyez, là, dans le cas de notre entreprise, une entreprise d'une cinquantaine de salariés à peu près, basée à Lyon et à Paris, eh bien, il y a 3 savoir-faire distinctifs. Et bien entendu, c'est très important pour l'entreprise parce que c'est ce qui va lui permettre d'orienter ses activités vers des activités qui vont utiliser ces savoir-faire distinctifs plutôt que d'autres activités qui ne les utiliseraient pas. Et puis, sur un plan très opérationnel, ça va pouvoir être utilisé commercialement par les équipes commerciales pour mettre en avant dans l'argumentaire de vente ces 3 savoir-faire distinctifs, dont celui là qu'on a évoqué, le fait d'arriver à faire une évaluation financière des salles blanches clé en main, c'est-à-dire celles où le client délègue tout à la société qui réalise les salles blanches. Voilà donc pour comment on élabore on repère plutôt les compétences distinctives d'une entreprise. Donc d'abord en identifiant les savoir-faire, en évaluant le degré de maîtrise et ensuite en voyant si c'est banalisé ou distinctif. On va pouvoir maintenant aborder le deuxième, plus ardu. D'ailleurs, comme il est plus ardu, je vais tomber la veste parce que là, c'est du labeur que d'arriver à traiter ce point-là qui est d'évaluer la taille du marché. Quelle est la taille de mon marché ou de mes marchés si votre entreprise est sur plusieurs marchés? Bon, rassurez-vous, je ne vais pas disparaître de l'écran, je me contente de poser ma veste. Voilà. Je l'ai posée sans la retourner, rassurez-vous. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un marché? Pour évaluer la taille d'un marché, il faut d'abord définir ce qu'est un marché. Un marché, en fait, c'est la confrontation d'une offre et d'une demande. Le marché des yaourts, par exemple, eh bien, c'est un marché dans lequel il y a des fabricants de yaourts, Danone, par exemple, et puis une demande, vous et moi qui consommons des yaourts. Et dans certains marchés, c'est pas le cas de tous, dans les marchés industriels, par exemple, c'est rarement le cas, mais il y a donc une distribution entre les deux. Voilà. Et donc la question, c'est, qui nous est très souvent posée, que se posent les dirigeants d'entreprise, c'est quelle est la taille de mon marché? Alors, quand on est sur des marchés très vastes comme les yaourts et grand public, il y a en général des statistiques accessibles, des panels, etc. Mais si votre marché, et c'est beaucoup le cas dans les PME, c'est le marché des pompes centrifuges anticorrosives ou le marché des capteurs interférométriques de déplacement, ou le marché encore du miel en tube, eh bien, et tous ces cas, évidemment, vous voyez, mon imagination n'est pas assez fertile pour que je les ai inventés, ce sont des cas réels auxquels nous avons été confrontés, eh bien là, évaluer la taille du marché en France, en Europe ou dans le monde, quelle est la taille du marché européen des capteurs interférométriques de déplacement, ça c'est une difficulté quand même assez grande, mais c'est nécessaire d'apporter une réponse, même approximative à cette question dans le cadre d'une réflexion stratégique. Alors, comment s'y prend-on? Là, je suis revenu en arrière, c'est pas vraiment le but. Voilà. Comment s'y prend-on? Et avant de voir comment nous nous y prenons, je vais vous parler d'un cas réel que j'ai vécu en tant que consultant pour vous montrer l'importance de bien évaluer la taille du bon marché, c'est-à-dire du marché exact, précis, de la niche sur laquelle se situe votre entreprise. C'est le cas d'une entreprise qui est située en Normandie, qui fait des pièces de forme en fibre céramique. Donc les pièces de forme en fibre céramique, ce sont des choses qui sont faites sur plan, c'est pour ça que ça s'appelle des pièces de forme, en céramique parce que ça résiste à des très hautes températures et qui vont servir
dans les fours, par exemple les fours utilisés dans la sidérurgie. Et donc les murs des fours sont couverts par des rouleaux, ça c'est pas des pièces de forme, mais pour faire la forme de la cheminée ou la forme de la porte, eh bien sur plan on fait des pièces de forme en fibre céramique. Et là il s'agit du cas d'une entreprise, d'une PME, vous voyez, 5 millions d'euros de chiffre de taille de marché, et donc elle faisait de l'ordre d'environ 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc vous voyez une toute petite PME, et il a fallu évaluer la taille du marché. Dans un premier temps, 2 ans avant que nous n'intervenions, une analyse de marché avait été faite sur les données disponibles. Et donc ça, il faut s'en méfier comme de la peste des données disponibles. Il faut, comme on le verra, rechercher les données vraiment utiles. Et donc les données disponibles, en faisant une analyse statistique sur Internet par exemple, c'était les céramiques techniques, c'est-à-dire un ensemble très vaste. Eh bien, dans cette définition, l'entreprise avait conclu que son marché faisait plusieurs milliards d'euros, une croissance de 10% par an, et donc l'entreprise, avec ses 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, avait epsilon de part de marché. Ça, c'est la partie analyse. Les conclusions qu'en a tirées l'entreprise, ça a été de dire on peut avoir une croissance rapide, vous voyez, on ne fait pas grand-chose sur un marché énorme et en fort développement. On peut donc avoir une croissance rapide. Ils ont décidé, les dirigeants, de doubler la capacité de production de l'usine. Ils se sont fortement endettés pour ça. Ils ont recruté une force de vente. Enfin, bref, ils ont dépensé beaucoup d'argent pour capter ce marché très important. Et pourtant, au bout de 2 ans, l'entreprise a déposé le bilan et a eu donc sa valeur réduite à néant. Que s'est-il passé? En fait, le problème, c'est que le vrai marché de cette entreprise, ça n'était pas les céramiques techniques, mais c'était les pièces de forme en fibre céramique. Et donc, l'analyse de marché doit porter sur précisément les pièces de forme en fibre céramique. On va voir ensuite comment on arrive à faire ça. Et là, la réalité est tout autre. Le marché ne fait pas plusieurs milliards d'euros, mais un peu moins de 5 millions d'euros. Vous vous rendez compte le facteur d'erreur là, hein, c'est fois 1000 le facteur d'erreur. Le taux de croissance du marché est beaucoup plus faible, 2% par an, parce que dans les céramiques techniques, il y a tout un tas d'applications en très fort développement, dans l'automobile notamment, mais dans la fibre céramique qui va dans les fours, eh bien là, le taux de croissance est beaucoup plus faible. La part de marché de l'entreprise était très élevée, en tous les cas en France, 30%. Conclusion que nous en avons tirée, et donc là, c'est évidemment le cas où Catalyse est intervenu. Conclusion que nous en avons tirée, l'entreprise ne pourra connaître en tous les cas sur le marché français qu'une croissance assez lente, et son développement passera par le développement international et une amélioration de la qualité des produits. Et donc l'entreprise, c'est du coup, parce qu'elle était un peu bloquée, si vous voulez, dans son développement en France, eh bien on a fait des analyses de marché en Allemagne, en Italie et en Suède, et l'entreprise s'est développée dans ces pays. Elle a du coup fermé son implantation à Paris, et le résultat, c'est qu'elle a pu multiplier son chiffre d'affaires par 3 en 7 ans, et le dirigeant qui avait repris l'entreprise à la barre du tribunal pour 0 a pu la revendre 500 000 euros. Alors il n'est pas devenu Bill Gates, certes, mais cette entreprise existe encore aujourd'hui et a pu se développer. Donc vraiment, la leçon à en tirer, c'est il faut analyser le marché pour l'activité exacte de l'entreprise. Et la métaphore que j'utilise souvent, vous voyez, quand je recrute des consultants à Catalyse, ils y ont tous droit, c'est la métaphore du réverbère. Vous savez, c'est l'histoire de la personne qui cherche ses clés, qui a perdu ses clés pour rentrer chez elle, et qui les cherche sous le réverbère, parce que c'est éclairé sous le réverbère, alors qu'elle ne les a pas du tout perdues là, hein. Elle les a perdues 100 mètres plus loin, dans les fourrés, là-bas où c'est pas éclairé, mais elle cherche sous le réverbère parce que c'est éclairé sous le réverbère. Vous voyez, c'est idiot hein, de chercher ses clés sous le réverbère. Eh bien, dans la réflexion stratégique en entreprise, je dirais qu'il y a bien au moins la moitié, peut-être même les 2/3 des cas où le réflexe naturel, c'est d'utiliser les données disponibles, donc de chercher sous le réverbère alors que les clés n'y sont pas. Alors, maintenant, on va voir comment on trouve les clés dans les fourrés alors que c'est mal éclairé. Alors, ce qui va nous intéresser dans la taille du marché, là un petit peu de méthodologie rapide, ça va être non pas, là moi je vais vous mettre en garde contre la notion de marché potentiel, qui est le lit, je dirais, de beaucoup d'erreurs stratégiques. Le marché potentiel correspond aux produits et aux chiffres d'affaires qu'on pourrait vendre, aux chiffres d'affaires qu'on pourrait réaliser si tous les clients du monde avaient les moyens de se payer notre produit. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est en réalité le marché accessible à votre entreprise. Voilà.
Alors les raisons pour qu'un marché soit accessible ou pas, ça peut être, comme je l'ai évoqué, le manque de moyens financiers de certains clients. Le marché potentiel de Rolls-Royce, c'est pratiquement tous les habitants de la planète. Malheureusement, tous n'ont pas de quoi se payer une Rolls-Royce. Mais peut y avoir d'autres raisons. Il peut y avoir des considérations techniques, par exemple. Si vous fabriquez des vérins d'une certaine dimension, eh bien, vous n'aurez pas accès au marché des très gros vérins si vous n'avez pas dans votre offre de produits des vérins de très grande dimension, par exemple. Voilà. Donc, il faut bien définir le marché accessible et votre entreprise pourra ensuite prendre une part de ce marché et par construction, le chiffre d'affaires, c'est égal au marché accessible multiplié par la part de marché. Si le marché accessible fait 100 millions d'euros et que votre entreprise a 20% de ce marché, eh bien, ça veut dire qu'elle fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, comment s'y prend-on pour évaluer la taille du marché des, quels exemples ai-je pris déjà tout à l'heure, des capteurs interférométriques de déplacement, par exemple? Eh bien, nous avons 4 méthodes, et l'essentiel, vous allez le voir, ça va être d'en utiliser au moins 2. La première méthode, on va passer très vite parce que c'est celle qui ne marche pas, en règle générale. C'est la méthode classique, c'est celle qu'on m'a apprise, moi, quand j'ai démarré dans ce métier, il y a quelques nombreuses années, un peu plus de 30 ans. On m'a dit, mais c'est simple, pour évaluer la taille des marchés, tu prends la production du produit en question, par exemple de nos capteurs interférométriques en France, et puis on regarde quelles sont les statistiques de production, on enlève les exportations, parce que bien sûr, ce qui est exporté vers l'Allemagne ou ailleurs ne fait pas partie du marché français, si on dit qu'on évalue, hein, je vais prendre le cas de l'évaluation du marché français, et puis on ajoute les importations, il ne faut pas oublier bien sûr d'ajouter les importations, et donc notre marché, ça va être la production, les facturations des entreprises basées en France, plus les importations, moins les exportations. Voilà. Alors, donc ça marche très rarement. Ça marche très rarement parce que eh bien, les statistiques portent en général sur justement des données plus vastes, les céramiques techniques qu'on évoquait précédemment, et pas sur les pièces de forme en fibre céramique. On n'a pas de statistiques assez fines pour utiliser en général cette méthode. Alors, confronté à ça, nous avons mis au point à Catalyse 3 autres méthodes que nous allons regarder les unes après les autres. La première de ces 3 autres méthodes, c'est la méthode montante. Un marché, comme on l'a vu, c'est des offreurs qui fabriquent un produit ou un service et qui le vendent à des acheteurs qui en ont besoin et qui le payent. Et donc, on peut se brancher sur le marché, soit au niveau de l'offre, et à ce moment-là, on regarde quel chiffre d'affaires est réalisé par les entreprises qui fabriquent nos fameux capteurs interférométriques. Je vais garder cet exemple-là qui va nous servir de fil rouge. On va repérer par exemple 7 ou 8 entreprises qui fabriquent ou qui importent, il faut retenir quand même les leçons de la méthode précédente, le produit, et on va additionner leur chiffre d'affaires, donc en veillant à bien retirer quand même les exportations. Et donc, en additionnant ce chiffre d'affaires, eh bien, on a une première appréciation de la taille du marché. Alors, vous verrez si vous le pratiquez, tout ça est semé de pièges et d'embûches. Par exemple, dans le chiffre d'affaires des entreprises, eh bien, il faut prendre uniquement la partie de leur chiffre d'affaires qui concerne le produit en question. Si vous prenez une entreprise qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les capteurs en général, eh bien, il faut essayer d'estimer quelle est la part réalisée sur les capteurs interférométriques de déplacement. Si sur les 100 millions d'euros, il y a 20 millions d'euros dans ces capteurs, il faut prendre uniquement 20 millions d'euros. Voilà. Alors, l'accès à cette information n'est pas évident parce que ça ne figure pas dans des bases de données. Il faut faire des interviews sur le terrain, soit auprès de ces entreprises qui fabriquent, soit auprès de leurs clients, par exemple, pour demander, ou leurs fournisseurs, vous voyez, pour arriver à savoir quelle est la part du chiffre d'affaires dans le produit exact. Et puis, donc, une fois qu'on a fait ça pour les 7 ou 8 principales entreprises, on additionne, on arrive par exemple, je sais pas, à 200 millions d'euros en faisant cette addition. Et ensuite, on n'a pas tout à fait terminé le travail parce que probablement, il y a encore d'autres petits fabricants qui aussi proposent ce type de produit. Et là, il faut faire une estimation. Alors, il y a beaucoup d'estimations dans toutes nos méthodes. Par exemple, utiliser la bonne vieille loi de Pareto qui dit que les 7 ou 8 premiers représentent par exemple 80% de l'offre. Et donc, on considère que ce qui reste, c'est les 20% restants. Et donc, si les 8 premiers font nos 200 millions dans mon exemple,
et qu'il représente 80% du total, eh bien ça nous fait un marché, si ma calculette dans ma tête fonctionne bien, qui fait à peu près 250 millions d'euros. Voilà. Cette méthode peut être appliquée au niveau de l'offre, mais aussi au niveau de la demande. Vous pouvez repérer quels sont les acheteurs de capteurs interférométriques en France, et même chose, les interviewer pour leur demander quel est leur montant d'achat. Et alors, il faut là aussi être précis, leur montant d'achat en capteur interférométrique. Si vous avez, par exemple, 10 gros clients pour ce type de capteur, souvent les marchés, notamment industriels, sont assez concentrés, donc on peut faire le tour d'un marché en interviewant 10 ou 20 clients importants. Et donc, pareil, on additionne, et même chose, on estime, si on interviewe une vingtaine de clients, on estime qu'ils représentent 80% des achats, et donc par le même raisonnement que précédemment, on peut avoir une estimation de la taille du marché. Donc, vous voyez, cette méthode montante, elle peut même être utilisée à 2 niveaux différents, et même à un troisième, si vous avez des circuits de distribution entre les deux, eh bien, vous interviewez les acteurs de la distribution. Voilà, c'est ce que font les panélistes, en fait, hein, dans les marchés de grande distribution, les yaourts dont on parlait tout à l'heure. Ces yaourts sont distribués chez Carrefour, Auchan, etc. Et donc, les sociétés, la plus connue s'appelle Nielsen, qui fait des panels, eh bien, interrogent Carrefour, Auchan sur les ventes de yaourts et additionnent de la même manière exactement que ce que je viens d'exposer sur l'offre et sur la demande. Voilà. Donc là, déjà, on peut avoir, grâce à cette méthode, une, voire deux façons d'évaluer la taille du marché. Alors, j'y viendrai à la fin, c'est important d'avoir au moins deux façons d'évaluer la taille du marché. On continue à bon rythme pour tenir dans notre timing. Autre méthode d'évaluation, si j'arrive voilà, à passer à la diapo suivante, la méthode descendante. Vous l'attendiez, celle-là, après la montante, la descendante. La descendante, ça consiste à connaître un marché plus vaste, grâce aux statistiques peut-être de notre première méthode classique, et à descendre par réduction successive. Tenez, on va changer un peu d'exemple. Là, on va quitter les capteurs, on va retourner dans nos pièces de forme en fibre céramique. À partir de la taille du marché donc connue des céramiques techniques, eh bien, on peut zoomer progressivement. Vous voyez là, si vous me regardez, je vais essayer de simuler le coup de zoom qu'on peut utiliser. Donc, notre marché connu fait par exemple plusieurs milliards d'euros, on avait dit pour les céramiques techniques, disons 5 milliards d'euros. Dans ces céramiques techniques, on peut voir quelles sont celles qui sont en fibre céramique. C'est peut-être par exemple 10%, donc sur 5 milliards, ça fait 500 millions. Et puis ensuite, on regarde là-dedans celles qui correspondent à des pièces de forme, et c'est peut-être du coup 1%. Vous voyez, j'essaie que mon calcul de retomber sur mes pieds par mon calcul. 1% de 500 millions, ça fait 5 millions, et on tombe sur notre 4,6 millions, à peu près 5 millions de tout à l'heure. Voilà la méthode descendante. Donc elle suppose en fait une alliance, mais qu'on va souvent trouver, entre des données statistiques sur le très vaste marché connu, mais souvent il y a des statistiques sur les très vastes marchés, et de faire des interviews terrain auprès de ceux qui achètent ou qui vendent les produits en question, les pièces de forme en fibre céramique, pour avoir une idée des pourcentages. Alors ça, c'est à retenir. Souvent, les valeurs absolues, vous voyez, en millions d'euros, vont être données par des statistiques, et les statistiques ne sont pas capables de donner des pourcentages, des valeurs relatives. Par contre, les interviews d'acteurs de terrain, de ceux qui achètent ou vendent dans les entreprises le produit en question, ça va nous donner des pourcentages. Et on va pouvoir appliquer ces pourcentages aux valeurs absolues pour avoir un résultat qui nous intéresse en valeur absolue. Dernière méthode, vous voyez, on a été assez créatif sur les méthodes, confrontés à ces... Ah pardon, avant de passer à la dernière méthode, un exemple de méthode descendante. Alors, plus grand public, ça vous parlera peut-être plus que les capteurs interférométriques de déplacement. Le marché de la bijouterie. Là, vous voyez, on a un bon zoom, là, une focale, on dirait un appareil photo quasiment. Le marché global connu, c'est celui, je vais prendre mon pointeur, HBJO, ça c'est horlogerie, bijouterie, joaillerie. Là, il y a des statistiques. Et puis, par nos zooms successifs, on va pouvoir évaluer le marché des bijoux en or, puis celui des bijoux en or vendus en bijouterie, et avoir une répartition du marché des bijoux en or vendus en bijouterie, et une répartition par famille de produits. Là, c'est ce qui figure dans le cercle le plus
le plus au centre, je dirais, de nos cercles concentriques, le plus petit des cercles. Et notre client, lui, était une entreprise qui fait des bijoux en or vendus en bijouterie. Donc, ce qui l'intéressait, c'était bien le cercle du milieu, là, et pas le vaste marché horlogerie, bijouterie, joaillerie, dans lequel il était un peu perdu. Voilà un exemple d'application. Et si on regarde les chiffres, on voit qu'il y a là aussi un gros écart entre le marché général, vous voyez, bijouterie, horlogerie, HBJO, là, 5 milliards d'euros, et le segment qui nous intéresse, les bijoux or en distribution sélective, qui fait 1,7 milliard. Vous voyez, donc on a un écart de facteur 3 à peu près entre les deux. Alors c'est moins que le facteur 1000 de nos pièces de forme en fibre céramique, mais facteur 3, c'est quand même une grosse erreur. En gros, on estime qu'en analyse stratégique, on a besoin d'évaluer un marché à plus ou moins 20% près. Alors, ce qui compte, ce n'est pas la précision en réflexion stratégique, c'est la fiabilité. Que le marché fasse 100 millions ou 110 millions, même 120 millions, ce n'est pas très grave. Par contre, il ne faut pas qu'il fasse 10 fois plus ou 10 fois moins. Alors, notre quatrième et dernière méthode consiste à utiliser des coefficients techniques, c'est ce qu'on appelle la méthode juxtaposée. Alors ça, c'est très utilisé dans le bâtiment, par exemple. Supposons que vous vouliez évaluer le marché des tuiles qui vont sur les maisons. Ça, c'est le marché étudié, les tuiles. Vous ne connaissez pas le marché des tuiles, il n'y a pas de statistiques. Mais par contre, le marché connu, c'est le marché des maisons avec des mètres carrés, par exemple, des nombres de maisons individuelles. Tenez, on va même raffiner, là, on va utiliser deux coefficients techniques qu'on peut enchaîner. Vous connaissez le nombre de maisons individuelles qui se construisent chaque année. Il y a des statistiques là-dessus données par le ministère du Logement. Eh bien, on va utiliser deux coefficients techniques. On va utiliser le mètre carré moyen par maison construite, mettons que ce soit 150 mètres carrés. Et puis ensuite, on va utiliser un deuxième coefficient qui est le rapport entre les mètres carrés de toiture, donc de tuiles, et les mètres carrés de surface construite. Et ça peut être, par exemple, 1,25, ce qui fait que les mètres carrés de tuiles, ça va être 1,25 fois nos 150 mètres carrés de maison. Et donc ça va vous permettre du coup d'avoir le nombre de mètres carrés, vous voyez, le nombre de maisons construites fois 150 mètres carrés fois 1,25, ça va nous donner le nombre de mètres carrés de toiture. Alors on n'est encore pas arrivé au bout. Après, il faut arriver à transformer ça en mettant des euros, donc il faut 1 euro par mètre carré de tuiles. Bon, ça, normalement, votre entreprise, si vous fabriquez des tuiles, vous le savez. Et puis après, eh bien, il faudra utiliser la méthode descendante. Vous voyez, on voit que plusieurs méthodes peuvent se combiner pour voir quelle est parmi toutes les toitures la part des tuiles, celles qui ne sont pas en ardoise ou dans d'autres matériaux. Et vous aurez la taille du marché des tuiles en France. Voilà cette méthode juxtaposée. Et donc le point clé, avant de passer à notre troisième sujet, le point clé là, c'est de recouper les méthodes. C'est d'en utiliser au moins deux parmi les quatre et qu'elles soient indépendantes l'une de l'autre. Et si les deux méthodes se recoupent, par une méthode, vous arrivez le marché fait 100 millions d'euros, par l'autre, il fait 110, ben c'est bon, c'est pas la peine d'user le soleil, vous conclurez, le marché fait entre 100 et 110 millions d'euros. Si en revanche, par une méthode, ça fait 100 millions et par une autre, ça fait 1 milliard, ben c'est que là, il y a une erreur d'hypothèse qui a été faite dans l'une des deux méthodes et du coup, vous ne saurez pas si le marché fait plutôt 100 millions ou 1 milliard. Et donc là, il faut retourner sur le terrain, vérifier vos hypothèses et jusqu'à trouver où est le bug et jusqu'à ce que les deux méthodes convergent. Voilà. Et une fois donc que vous avez fait converger les deux méthodes, eh bien vous avez votre chiffre. Mon marché en France, en Europe, fait X millions d'euros. Et ça, c'est très important ensuite pour décider des orientations stratégiques de l'entreprise et pour fixer des objectifs à l'entreprise. Alors, nous allons maintenant passer à l'élaboration des scénarios stratégiques et donc on va faire notre deuxième sondage. Pensez-vous pour votre entreprise qu'il n'existe qu'une seule stratégie possible? Et donc là, de mémoire, la réponse est soit oui, soit non. Voilà, donc normalement la boîte de dialogue devrait apparaître pour ce petit sondage. Voilà, on me dit en régie que ça vient, donc un peu de patience. Voilà la boîte de dialogue. Donc vous pouvez répondre. Une seule stratégie possible ou
ou plusieurs? Je vous laisse un petit peu de temps de réponse. Là, vous êtes de nombreux participants, donc il faut vous laisser le temps. J'espère qu'il n'y a pas de problème de connexion pour saisir vos réponses. Ah là là, il y a une tendance là, très marquée. Je me transforme en David Pujadas qui voit les sondages apparaître, vous voyez. David Pujadas n'est pas barbu, rassurez-vous. Voilà, je vous laisse encore quelques secondes. On y est presque, là, vous êtes presque tous à avoir répondu. On clôt le sondage. Alors, ben écoutez, là, bravo, vous êtes une majorité écrasante, c'est un vote là, quasiment soviétique, puisque vous êtes 93% à avoir répondu que non à la question, et donc vous pensez qu'il y a plusieurs stratégies possibles. Eh bien, vous avez bien raison, car comme on va le voir, il y a plusieurs stratégies possibles pour une entreprise, il n'y en a pas qu'une. Alors, on va les comparer, les stratégies, il y en a qui sont meilleures que d'autres, hein, mais il y a toujours plusieurs stratégies possibles pour une entreprise. Alors, on peut clore le sondage, la boîte de dialogue devrait, j'imagine, disparaître, et on va pouvoir regarder comment on élabore la stratégie d'une entreprise. Alors, en fait, on construit plusieurs scénarios stratégiques. Alors, ça s'appelle parfois options stratégiques, hein, c'est synonyme, options stratégiques ou scénarios. Alors, un point important, c'est que ces scénarios doivent être exclusifs les uns des autres, vous voyez. Bah, très souvent, quand je travaille pour des entreprises, avec des dirigeants qui ne veulent pas choisir, je leur présente 3 scénarios et ils me disent « Ah, mais finalement, le mieux, ce serait de combiner le 1 et le 2. » Oui, mais sauf que à ce moment-là, ça fait un 4e scénario qui est la combinaison du 1 et du 2, mais ça fait pas un scénario en tant que tel. Donc, pour construire les scénarios stratégiques, en fait, alors c'est propre à chaque entreprise, là, hein, ça se regarde cas par cas, là je vais essayer de vous présenter une méthode un peu générique, mais il faut poser ce qu'on appelle les questions stratégiques clés. Donc les questions stratégiques clés, c'est normalement, principalement, celles qui apparaissent ici, là, sur ce beau schéma. C'est est-ce que je diversifie ou est-ce que je spécialise mon entreprise? Et est-ce que je la différencie sur ces différentes activités par son offre ou par les coûts? Voilà. Et dans les différentes options stratégiques, il est toujours important d'en avoir une qui s'appelle fil de l'eau, c'est-à-dire la poursuite de la stratégie actuelle. On ne change pas de stratégie avec le même niveau d'effet. Voilà. Alors, si on diversifie l'entreprise, donc un diversifier, ça veut dire elle continue à faire la même chose, mais en plus, elle va faire des choses nouvelles. Les choses nouvelles, ça peut être géographiquement, elle va dans d'autres pays que ceux où elle est présente. En termes de clientèle, c'est une diversification des clientèles, ou en termes de produits. Voilà. De la même manière, la spécialisation pose les mêmes questions. Si on dit je spécialise mon entreprise, ça veut dire que je réduis son champ d'activité. Je peux le réduire en termes géographiques. On abandonne l'Allemagne, on ne va plus en Australie, on se concentre sur, je sais pas, la France et le Royaume-Uni, par exemple. Ça peut être en termes de clientèle. Beaucoup de sous-traitants, on travaille beaucoup pour des sous-traitants de l'automobile. Eh bien, beaucoup veulent quitter le secteur de l'automobile. Alors, le problème, quand on spécialise comme ça une entreprise, c'est qu'il faut faire attention à ne pas lâcher la proie pour l'ombre. Si vous quittez le secteur de l'automobile, encore faut-il que vous trouviez d'autres secteurs d'activité, de remplacement. Et puis, l'autre champ de possibilités de spécialisation, c'est en termes de produits, lorsque vous abandonnez telle catégorie de produits, par exemple, lorsque, par exemple, tenez, un bon exemple de diversification, pas de spécialisation, c'est Rolls-Royce, qui est à la fois un fabricant de voitures et un fabricant de moteurs d'avion. Eh bien, Rolls-Royce, qui si mes informations sont bonnes, a commencé par fabriquer des voitures, c'est un jour spécialisé comme fabricant d'avions. Il y a même des entreprises françaises, il y en a une très belle entreprise qui malheureusement a disparu, qui s'appelle Voisin, qui était lui fabricant d'avions et qui s'est diversifié dans la fabrication de voitures, vous voyez, qui a fait le chemin inverse. Voisin, une entreprise basée en Bourgogne. Et donc, la spécialisation comme la diversification peut se faire dans ces 3 dimensions, produit, clientèle, géographique. La différenciation, elle, se fait en termes de coûts ou d'offres. Donc, la différenciation par les coûts, ben, ça veut dire, c'était mon cas tout à l'heure d'entreprise qui n'aurait aucune compétence distinctive, eh bien, elle peut gagner des parts de marché ou au moins se maintenir
en pratiquant des prix inférieurs aux concurrents. Ça, c'est rarement compatible quand on est dans une PME dans un pays développé. Voilà, parce que quand on est dans une PME, on peut rarement faire jouer les économies d'échelle, et donc et on a des coûts de main-d'œuvre relativement élevés puisqu'on est dans un pays développé à coût de main-d'œuvre élevé, et donc c'est rarement ça. J'ai très peu de clients, même aucun, qui ont appliqué avec succès cette stratégie dans une PME. En revanche, vous pouvez vous différencier par votre offre, par les services apportés à la clientèle, par exemple. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez fait le choix de votre périmètre stratégique, eh bien, vous pouvez avoir une tactique segment par segment, tactique pouvant consister à étendre votre offre à l'intérieur d'un segment ou plutôt à recentrer votre offre. Voilà, je ne rentre pas trop dans les détails ici, je vois le temps qui court. L'essentiel, en fait, de la construction des scénarios, c'est la décision à prendre sur est-ce que je diversifie mon entreprise, donc j'étends son périmètre d'activité, ou est-ce que je la spécialise, je la recentre. Voilà. Alors, il y a là-dessus des grandes modes, vous voyez, notamment en vigueur. Alors, les PME sont moins sensibles aux grandes modes, mais dans les grandes entreprises, les dirigeants le sont beaucoup. Vous voyez, dans les années 80, par exemple, la grande mode, c'était la diversification. En gros, vous étiez dirigeant d'une grande entreprise du CAC 40 et vous ne diversifiez pas votre entreprise, vous étiez un peu un idiot. Dans les années 90, vous étiez un idiot si vous spécialisez pas. Le mot clé, c'était recentrage. Voilà. Il fallait se recentrer sur le cœur de métier, le core business. Voilà. Bon, évidemment, nous, on pousse, quand on réfléchit à la stratégie d'une entreprise, à avoir des analyses plus fines, plus adaptées que de suivre les grands effets de mode. Alors, une fois que vous avez défini la stratégie de votre entreprise, et bien donc, que vous avez défini plusieurs scénarios stratégiques, il faut les comparer et choisir le meilleur. Voilà. Alors, très rapidement, pour les comparer, nous, on propose une méthode qu'on appelle l'analyse multicritère. Donc, vous avez des critères, vous voyez, de comparaison. Est-ce que ça permet, ce scénario permet de développer l'activité, permet d'améliorer la rentabilité, par exemple? Donc, ça, c'est des critères dits d'enjeu. Puis, des critères de risque. Est-ce que ça suppose, ce scénario stratégique suppose un fort investissement financier? Est-ce qu'il fait porter des risques culturels ou humains sur l'entreprise? Vous voyez, quand on change beaucoup les activités d'une entreprise, j'étais ce matin dans une entreprise, vous voyez, un cas très récent, j'étais ce matin dans une entreprise, avant de vous rejoindre pour notre webinaire, qui fait de la maintenance dans les logements, de la maintenance de chaudières gaz et de ventilation mécanique contrôlée. Évolution technologique, probablement, et on va passer aux objets connectés et donc à une maintenance qui se fait en partie à distance et non plus avec l'intervention de techniciens qui vont intervenir dans les logements. Eh bien, ça, c'est peut-être le vent de l'histoire pour cette entreprise, mais ça suppose un énorme changement culturel pour cette entreprise, l'acquisition de nouvelles compétences, et c'est un facteur de risque. Donc, on note vous voyez, vous avez ici en colonne les différents scénarios, vous voyez, que j'ai appelé ici les options stratégiques, et donc on les évalue, alors sur une échelle qui peut là de nouveau être des notes de 1 à 10 ou de moins à plus, nous on aime bien utiliser les moins et les plus à Catalyse, et donc on note à chaque fois, alors très important, il faut les noter en ligne, puisque le but c'est de les comparer. Donc vous voyez par exemple sur le développement de l'activité, on voit que la stratégie, le scénario qui permet le plus de développer l'activité, c'est la diversification. Et celui qui permet le moins de le développer, vous voyez, il faut faire attention aux apparences. On pourrait dire celui qui permet le moins de le développer, c'est la spécialisation. Non, c'est le fil de l'eau, parce que si on garde le fil de l'eau, eh bien l'entreprise se disperse un peu et donc son chiffre d'affaires baisse, alors que si on se spécialise, ça permet d'augmenter le chiffre d'affaires. Donc on procède de la sorte sur toutes les lignes et on multiplie les scores, vous voyez, les moins et les plus, par, point important, la pondération qu'on a donnée à chaque critère. Et ça, cette pondération dépend de chaque entreprise. Certaines entreprises vont avoir des dirigeants qui vont être des développeurs, même si la rentabilité est moins bonne, mais c'est le cas là dans notre exemple. Donc on pondère à 5 le développement du chiffre d'affaires et à 3 la rentabilité, alors que d'autres dirigeants vont préférer la rentabilité au développement. À ce moment-là, on inverserait les pondérations. Et donc on multiplie les moins et les plus par notre pondération ici. Donc vous voyez ici par exemple, dans l'option numéro 1, on a 1 moins, coefficient 5, donc ça fait 5 moins. Ensuite, il y a 3 égales, c'est neutre. Et ici, ensuite, on a 2 moins, là, si vous suivez mon petit curseur. Donc 5 moins et 2 moins, ça fait moins 7 à l'arrivée. Voilà, et on fait ça partout. Et donc, au total, on a un score. Et là, dans ce cas présent, j'ai pris évidemment un exemple assez simple, on a un scénario qui se dégage, qui est celui de la spécialisation comme étant le plus pertinent. Et donc, a priori, la meilleure stratégie pour cette entreprise, c'est
la stratégie de spécialisation. Voilà. Alors là, je ne rentre pas trop dans les détails, encore faut-il bien sûr définir sur quoi on se spécialise, ça va de soi. Voilà pour les questions d'élaboration de scénarios stratégiques et donc notre troisième sujet. Donc si on va maintenant, voilà, je me balade dans mes diapos, maintenant dans les quelques minutes qui restent, mais c'est le point qui va demander le moins de développement, quatrième sujet, le plan d'action. Alors là, plutôt de faire une grande théorie, et, citation que j'aime beaucoup, y compris dans cette maison où nous sommes, là, qui est BPI France, il y a la citation que j'aime beaucoup, c'est en théorie, il n'y a pas de différence entre la théorie et la pratique, mais en pratique, il y en a. Et donc, le plan d'action dans une PME, c'est une bonne illustration de ce point. Donc voilà, je vous donne deux exemples en fait de plan d'action ici, là pour terminer. Dans une entreprise, c'est une entreprise, vous voyez, qui fabrique des pompes centrifuges, justement, cette entreprise. Eh bien, voilà le plan d'action qu'on a concocté pour l'année 2017. Alors, plusieurs messages au passage. Les plans d'action doivent être datés dans le temps. Donc, en général, on fait un plan d'action sur 3 ans. Et donc, année 2017, année 2018, année 2019. Là, j'ai pris l'exemple de 2017. Et un plan d'action, ça doit définir la nature de l'action, la réponse à la question quoi et comment. Voilà, il faut être précis, vous voyez, là il y a la réorganisation de l'atelier, on a précisé, y compris les palans et le raccordement électrique. Vous voyez, c'est dans les PME, c'est toujours très concret. Mais il faut également dire qui est responsable de l'action, ça c'est très important, sinon chacun va croire que c'est le voisin qui s'en occupe. Donc là, vous voyez, on est même dans un cas que j'aime pas trop parce qu'on a désigné 2 responsables de l'action. Moi, je préfère qu'il n'y en ait qu'un comme dans les autres actions, pour qu'on sache qui est responsable. Et puis, il faut donner un délai et donc répondre à la question quand. Voilà donc un premier exemple de plan d'action. Vous voyez, des choses très concrètes dans les PME. Par exemple, faire suivre aux commerciaux une formation au marketing industriel. Vous voyez, c'est Nathalie qui est en charge de, voilà, comme dans les bons articles dans la presse, j'ai changé les prénoms. Vous voyez, mais c'est celle que j'ai appelée ici Nathalie qui est en charge de cette action qui doit être réalisée sur la période de février à avril. Deuxième exemple pour terminer de plan d'action. Et nous en aurons terminé avec la partie exposée de ma part et on pourra passer aux questions. C'est le cas d'une start-up ici. Alors, vous voyez, pour une start-up, plus que dans une PME existante, c'est important de découper les actions sur les 12 premiers mois. C'est ce qu'on avait fait ici. Je reprends mon petit pointeur. Voilà où il est là. Donc, vous voyez, l'entreprise a été créée à partir de novembre. Et donc, au début, il faut s'occuper des études de faisabilité, du montage financier. Donc, la barre ici, à chaque fois, indique la période pendant laquelle l'action est faite pour le montage financier. Vous voyez, c'est de novembre jusqu'à février, sur 3 mois. Et donc, chacune des actions est ici localisée et située dans le temps. Et évidemment, quand on crée une entreprise, une start-up, l'ordre dans lequel on fait les actions est important. Il faut, par exemple, mais c'est beaucoup de bon sens tout ça, avoir déjà fait les supports techniques et commerciaux avant d'aller en prospection. Vous voyez, c'est plutôt mieux, parce que le commercial qui va en prospection sans sa plaquette et son support technique a des chances d'être moins convaincant et moins performant. Voilà. Alors, vous voyez, on peut faire un peu d'autocritique. Le reproche que je fais à ce tableau-là, c'est que il manque la réponse à la question qui est responsable des actions. Vous voyez, c'est une lacune de cette formalisation de plan d'action. Voilà. Mais dans le cas précédent, on avait bien la réponse qui. Voilà, nous avons traité les 4 points là en allant assez vite, ce qui est la règle dans ce type de webinaire, puisqu'on a un format d'1 heure au total. On a traité nos 4 points particuliers de construction d'une stratégie. Et le point le plus technique, vous l'avez vu, c'est l'évaluation de la taille du marché. Mais ça vaut le coup de se décarcasser pour évaluer la taille du marché, car c'est un élément très important dans la réflexion stratégique. Donc on peut passer maintenant aux questions-réponses. Si vous avez des questions, donc vous pouvez les saisir dans le petit module de conversation là, qui se situe, je pense, en bas à droite sur votre écran. Alors, je vois déjà quelques questions apparaître. Je vois que c'est plus une remarque qui a été formulée. Il faut avoir, François indique qu'il faut avoir identifié les bons enjeux. Vous avez tout à fait raison.
Je pense que cette question devait porter sur l'élaboration des scénarios stratégiques. Vous avez raison, pour bien poser les bonnes questions stratégiques, il faut avoir identifié les bons enjeux. Et ça dépend vraiment de chaque entreprise, c'est à faire au cas par cas. Dans certaines entreprises, l'enjeu et la question stratégique va être: est-ce que je diversifie mes clientèles ou pas? Vous tenez, dans l'entreprise où j'étais ce matin, il y a un enjeu technologique. Est-ce que je propose à mes clients un système de maintenance connectée des chaudières à gaz ou pas? Et vous avez parfaitement raison, il faut identifier les bons enjeux pour poser les bonnes questions. C'est-à-dire que pour avoir des bonnes réponses, il faut avoir de bonnes questions. Alors, en parlant de questions, Benoît nous demande qui doit participer à l'élaboration de la stratégie. Alors, ça c'était effectivement une très bonne question et les réponses ne sont pas souvent bonnes dans les PME. Beaucoup de dirigeants d'entreprise pensent que c'est aux dirigeants et aux dirigeants seulement de construire sa stratégie. Vous voyez, moi par exemple, je vends du conseil à ces dirigeants de PME. Très souvent, une objection qu'ils me font, c'est non, monsieur, c'est moi qui dois élaborer ma stratégie, j'ai pas besoin de conseil. Moi, je pense que dans une entreprise, alors, l'idéal serait que tous les salariés participent à l'élaboration de la stratégie, mais c'est très difficile à faire, même dans une PME. Et je vois, Benoît, là, vous précisez qu'il s'agit d'une petite PME. Alors, si à la limite, votre PME a 10 salariés, vous pouvez faire participer tout le monde. Il faut simplement faire attention en faisant participer tout le monde, que ça ne soit pas trop conceptuel. Si dans vos salariés, vous avez du personnel ouvrier, par exemple, il faut bien se mettre à leur portée. Mais le niveau de culture, d'une manière générale, des salariés, moi, depuis 35 ans que je travaille, j'ai 57 ans, donc vous voyez, j'ai commencé à 22 ans, j'ai vu évoluer en une génération le niveau d'exigence même des salariés pour connaître la stratégie de leur entreprise, c'est beaucoup élevé. Donc dans l'idéal, c'est l'ensemble des salariés. Dans la pratique, quand on est dans une PME, par exemple, d'une centaine de personnes, c'est plus vraiment possible, alors ce serait très lourd. Par contre, à minima, il faut faire participer les principaux cadres. S'il y a un comité de direction, faire participer le comité de direction à l'élaboration de la stratégie. À la fin, c'est bien le patron qui décide de la stratégie retenue. Ou l'actionnaire majoritaire, si l'actionnaire majoritaire est différent du patron. Mais la stratégie peut être construite, vous voyez, l'analyse interne, l'analyse externe, la construction des scénarios peut être faite avec une dizaine de personnes. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre question maintenant? Une question sur le fameux SWOT. Voilà, alors le SWOT, c'est Gilles qui nous demande comment intégrer le SWOT. Et faut-il le définir avec son équipe? Voilà. Faut-il le définir avec son équipe? Là, je viens de répondre à la question. Le SWOT. Le SWOT. Donc, au passage, vous voyez, dans cette discipline qu'est la stratégie d'entreprise, on voit qu'il y a beaucoup d'anglicisme. Le SWOT, pour les non-adeptes, ça veut dire Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats. Donc, force, faiblesse, opportunité, menace. Voilà. En français, il y a l'équivalent, mais qui n'est pas très utilisé, qui s'appelle AFOM, atout, faiblesse, opportunité, menace. Voilà. Alors, ce fameux SWOT, qui est en effet le BABA, le SWOT, c'est justement force-faiblesse, c'est issu de l'analyse interne de l'entreprise, et opportunité-menace, c'est issu de l'analyse externe. Donc, vous voyez, c'est à ce moment-là qu'il faut l'intégrer. Force-faiblesse, quand vous terminez l'analyse interne, c'est la conclusion de l'analyse interne, et opportunité-menace, quand vous terminez l'analyse externe. Et souvent, on met sur une diapo force-faiblesse, puis sur une autre opportunité-menace, et puis on ne sait pas bien quoi en faire pour la construction de scénario. C'est pour ça qu'à Catalyse, si vous revenez au petit schéma, peut-être je peux y revenir au schéma, je vais me faire aider par la technique, si on peut remettre les diapos et que je revienne au tout premier schéma de l'analyse stratégique. Donc à Catalyse, on a mis au point, voilà, je vais retourner au premier schéma. Voilà, on y est presque. Hop, voilà. Donc, on a mis au point, vous voyez, le bloc. Je vais prendre mon petit pointeur pour qu'on se bien tous ensemble. Voilà, pointeur vert, signe d'espérance et d'optimisme. Potentialité, fragilité, vous voyez ici, ça c'est quelque chose qui est propre aux méthodes de Catalyse, alors que le reste,
l'ensemble des gens, que ce soit des professeurs ou des cabinets conseils, utilisent le schéma général, analyse interne, externe, la potentialité, fragilité. On a mis ça au point à Catalyst parce qu'il nous semblait qu'il manquait une brique, là, un maillon dans le raisonnement. Eh bien, en fait, la potentialité, c'est quand vous croisez une force avec une opportunité, et la fragilité, c'est quand vous croisez une menace et une faiblesse. Je vais illustrer ça par un cas concret. Imaginez que votre entreprise soit un restaurant, il y a beaucoup de PME dans les restaurants. Votre entreprise a une force qui est d'avoir une terrasse et une faiblesse qui est d'avoir un trou dans le toit. Et il y a une opportunité possible, supposons 2 cas. Opportunité, il va faire beau le week-end suivant, ou menace, il va y avoir de l'orage le week-end suivant. Eh bien, si vous croisez la force, j'ai une terrasse pour mon restaurant et l'opportunité, il va faire beau, eh bien vous avez une action possible qui est de doubler votre chiffre d'affaires en servant les personnes en terrasse. Et donc, dans ce cas-là, le croisement entre force et opportunité donne un axe de développement pour votre entreprise. Par contre, si vous avez la force, j'ai une terrasse, mais qu'il pleut tout le week-end, ben cette force ne vous sert à rien. Vous voyez, c'est le croisement des deux qui compte. Et inversement, pour fragilité, eh ben, si vous avez un trou dans le toit et qu'il fait beau pendant le week-end suivant, c'est pas grave du tout, personne ne va s'en rendre compte. Ça va même faire rentrer un peu de soleil dans le resto. En revanche, si il fait de l'orage pendant le week-end, eh ben cette faiblesse trou dans le toit, croisée à la menace d'orage et de pluie pendant le week-end, ça va donner une fragilité et vous n'allez pas faire de chiffre d'affaires, vous n'allez avoir aucun client et pas faire de chiffre d'affaires du tout pendant le week-end. Voilà. Donc voilà comment le SWOT peut être utilisé dans la réflexion stratégique. Voilà. Moi, je regrette souvent que le SWOT soit un exercice de style, presque, vous voyez, qu'on impose à tout le monde, à tous ceux qui font une réflexion stratégique, mais qu'ensuite, on l'utilise peu au moment de construire les scénarios. C'est pour ça qu'on a mis au point ces potentialités, fragilités. Voilà. Alors, je rappelle que toutes ces notions-là, vous les avez dans le module d'e-learning que j'ai préparé et avec l'aide précieuse là, des équipes de BPI France et qui sont donc sur le site de BPI France Université. C'est très simple, hein, si vous n'y êtes pas encore allé, il suffit de mettre un identifiant qui est votre adresse mail et un mot de passe que vous créez, c'est gratuit et vous avez accès à l'ensemble des modules. Et moi, en tant que chef d'entreprise, parce que je suis consultant, mais aussi patron d'une PME qui s'appelle Catalyst, vous voyez, qui a 30 salariés, une PME tout à fait classique, 4 millions de chiffre d'affaires, 30 salariés, eh bien, je vais souvent me former en utilisant les modules d'e-learning de BPI France Université. Donc, c'est très bien fait, je vous incite à le faire. Alors, je vois une autre question qui porte sur, alors, comment évaluer la taille, c'est Christiane qui nous la pose, comment évaluer la taille du marché d'une entreprise en phase d'étude de marché. Alors, l'étude de marché dans une entreprise peut en fait avoir 2 finalités un peu différentes. Vous pouvez faire une étude de marché pour définir votre action commerciale, c'est-à-dire, vous voyez, sans remettre en cause le périmètre stratégique de l'entreprise. Vous êtes une entreprise qui fait des pompes centrifuges, tenez, vous faites l'analyse du marché des pompes centrifuges pour mieux pénétrer ce marché, mieux le connaître et mieux le pénétrer. Ça, c'est une première utilisation, mais ça ne change pas la stratégie générale de l'entreprise. Vous voyez, la stratégie générale, c'est ce qui porte sur le périmètre de ce que fait, de ce que ne fait pas l'entreprise. Mais vous pouvez aussi faire une étude de marché sur les pompes centrifuges et également sur les pompes qui ne sont pas centrifuges, ou sur les pompes centrifuges anticorrosives. Ce que vous faites aujourd'hui, vous faites aussi l'étude de marché sur les pompes centrifuges qui ne sont pas anticorrosives. Ça, à ce moment-là, ça vous permet de faire évoluer le périmètre stratégique de votre entreprise. Par exemple, de décider, supposons, hein, d'abandonner les pompes anticorrosives, parce que vous pouvez estimer, par exemple, je vais caricaturer un peu, mais que le marché se casse la figure et qu'il y a beaucoup de concurrence. Donc, vous pouvez décider de quitter ce marché et de vous lancer sur le marché des pompes centrifuges corrosives, enfin, qui acceptent les matériaux, tout type de produits, parce que le marché est plus gros, ou bien en développement, ou bien qu'il y a moins de concurrence. Voilà. À quoi servent les études de marché quand vous êtes en phase d'études de marché? Moi, je dirais que, vous voyez, à Catalyst, ça aussi, c'est quelque chose que j'essaie d'imprimer dans le style Catalyst à mes consultants. Une étude de marché ou une mission de conseil de Catalyst qui ne se traduit pas en action, eh bien, ça ne sert à rien. Vous voyez,
même si notre client nous paye, moi je suis triste le soir quand, si je me rends compte, heureusement ça n'arrive pas très souvent, mais que l'étude de marché qu'on a faite ou la réflexion stratégique n'est pas utilisée par l'entreprise. Voilà. Une étude, ça doit servir à définir des actions. Alors, encore peut-être une ou deux questions. Alors, Amandine nous demande, je lis sa question, vous recommandez de choisir de ne pas cumuler les options stratégiques. Que pensez-vous du fait de se spécialiser sur une cible tout en diversifiant son offre de services ou produits? Ok. Donc là, on est dans la combinaison des deux, en effet, où on peut se spécialiser sur un type de clientèle en abandonnant les autres. Et pour ce type de clientèle, on diversifie son offre de produits ou de services. Mais je dirais que ça, c'est la définition d'un scénario stratégique. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai présenté ça de manière assez générique, mais en effet, un scénario stratégique peut être, je vais essayer de prendre un exemple, peut être, tenez, je vais prendre, vous voyez, peut-être pour terminer, là, parce qu'on arrive à proximité du terme de notre heure de webinaire, je vais prendre l'exemple de ma propre entreprise. Vous voyez, on a décidé de se spécialiser sur une cible de clientèle précise, les PME et les ETI. Vous voyez, nous, à Catalyse, ça ne nous intéresse pas de travailler pour les grandes entreprises. Vous voyez, on est un peu à contre-courant. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler pour les PME et les ETI. Les ETI, pour ceux qui ne connaîtraient pas la définition, entreprise de taille intermédiaire, c'est une entreprise un peu plus grosse qu'une PME. Donc on se concentre sur cette cible. Par contre, on a décidé d'étendre notre offre de produits et services, puisque aujourd'hui Catalyse faisait initialement de la stratégie d'entreprise. On a décidé déjà, ça s'est fait, d'étendre sur des prestations de mise en œuvre. Et on va dans les années à venir, vous voyez là, c'est un scoop, je vous dévoile un bout de la stratégie de Catalyse. On a décidé d'étendre nos prestations vers de l'organisation industrielle, voire des prestations dans le domaine des ressources humaines, notamment la gestion des compétences dans l'entreprise qui découle souvent de la stratégie. Donc voilà une bonne illustration. Et donc, Amandine, c'est tout à fait possible de combiner diversification des clientèles et spécialisation sur les produits, ou l'inverse, hein, spécialisation sur les produits et diversification des clientèles. Et cette définition-là, vous voyez, cette combinaison, c'est un scénario stratégique qu'on peut comparer à d'autres. Voilà, pour Catalyse, par exemple, un autre scénario stratégique aurait été de rester spécialisé en produits. Pour nous, c'est des prestations sur la stratégie d'entreprise, mais de se diversifier vers les grandes entreprises. Voilà, ça aurait été un autre scénario. Ce n'est pas la voie que nous avons choisie. Alors, encore une question, c'est Samuel qui nous dit « Bonjour, j'envisage un développement international pour répondre à des opportunités offertes et à diversifier sur une nouvelle clientèle en France. Est-ce trop en même temps ?» Bon, il faudrait que j'analyse le cas précisément de votre entreprise, évidemment Samuel, mais comme ça, j'aurais tendance à dire oui, c'est trop en même temps si votre entreprise est une PME en tous les cas. Hein. Il y a une PME, il y a une rareté en moyens, c'est ça la définition de la PME. Hein. C'est petit, donc il y a une rareté en moyens, les moyens sont rares. Et souvent on pense aux moyens financiers, mais en fait, ce qui coince le plus dans les PME, ce ne sont pas les moyens financiers, ce sont les moyens humains. Voilà. C'est d'avoir le temps. Souvent, les personnes qui doivent s'en occuper, c'est le dirigeant lui-même, ou bien le directeur commercial, ou bien le responsable de la production. Ils ont un vrai travail, si je puis dire. Vous voyez, dans les grandes entreprises, il y a des équipes de réflexion stratégique qui, à plein temps, réfléchissent à la stratégie de l'entreprise. Dans la PME, c'est pas possible, ça. C'est le patron et les principaux cadres qui doivent le faire. Et donc, de ce fait-là, j'aurais tendance à dire que oui, c'est probablement trop en même temps. Il faudrait... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire les deux, mais pas en même temps. Vous pouvez dire, par exemple, année 1, je m'occupe de diversifier mon entreprise sur ma nouvelle clientèle en France. Et puis, si ça a marché, vous voyez, il faut aussi faire du pas à pas. Si ça a marché en fin d'année 1, eh bien, vous pourrez vous mettre en année 2 au développement international. Et encore, le développement international, vous voyez, vous dites pour répondre à des opportunités offertes. Il y a un mot, moi, en stratégie dont je me méfie énormément, c'est opportuniste. Vous voyez, j'ai beaucoup de patrons d'entreprise qui me disent, moi, je suis un patron dynamique, je saisis toutes les opportunités qui se présentent. Mais ça, c'est l'antithèse de la stratégie, vous voyez. La stratégie, c'est choisir ses combats et choisir les terrains qu'on va cultiver. Et donc, saisir toutes les opportunités, en général, ça conduit à la catastrophe pour une PME, vous voyez. Hein, il y a une image de dynamisme là à dire je ne rate aucune opportunité. En fait, la stratégie, c'est choisir
et choisir, c'est renoncer. Voilà. Renoncer, en tous les cas, pour l'année qui vient. Vous voyez, là, par exemple, dans votre cas, Samuel, je ne dis pas que le développement international, il ne faudra jamais le faire, mais peut-être faites-le en année 2, voire en année 3. Si votre diversification clientèle, au bout d'un an, n'a pas encore bien pris, eh bien, consacrez aussi l'année 2 à votre diversification clientèle et passez au développement international de votre entreprise seulement en année 3. Et de nouveau, en choisissant vos combats, développement international, je ne sais pas où votre entreprise est présente aujourd'hui, mais si elle est par exemple aujourd'hui en France et en Italie, eh bien sélectionnez le pays suivant, qui sera peut-être l'Allemagne ou qui sera peut-être la Chine, hein, mais n'allez pas en même temps en Allemagne, en Chine et aux États-Unis. Vous voyez, voilà. Il faut un élément clé, nous, dans ce qu'on recommande à nos clients, c'est de canaliser les efforts. Voilà, pour les concentrer. L'idée finalement de la stratégie d'entreprise, c'est que du fait des forces et des faiblesses de l'entreprise, vous voyez, je vais reboucler là sur un schéma d'ensemble de la stratégie d'entreprise, du fait des forces et des faiblesses de votre entreprise, du fait des caractéristiques du marché, croissance du marché, taille du marché, tous les terrains de jeu ne s'équivalent pas. Et donc, il faut choisir, vous voyez, presque comme un agriculteur qui doit choisir les champs à cultiver, eh bien, la stratégie d'entreprise, c'est ça. Il faut choisir les terrains de jeu, ceux sur lesquels on va être les meilleurs, ceux sur lesquels on a le plus de chances de succès. Et plus on est dans une PME, plus on a des moyens, j'insiste, humains surtout, qui sont rares, et plus il faut choisir ces terrains de jeu. C'est très important de canaliser ces efforts. On a encore le temps de prendre quelques questions. Alors, j'ai une question de Auré. Alors, je ne sais pas si c'est le prénom ou le nom. Si c'est un prénom, c'est très original, Auré. Pensez-vous que pour des PME de métiers traditionnels, la transition numérique est incontournable dans leur stratégie de développement? Alors ça, c'est assez amusant comme question, parce que, pour tout vous dire, vous voyez, nous avions un comité de direction de Catalyse hier, où nous nous posions cette question pour nous-mêmes. Alors, je dirais que la question est incontournable, mais la réponse ne l'est pas forcément. C'est-à-dire que toute entreprise, toute PME en particulier, hein, mais grande entreprise aussi, doit se poser la question du numérique et de l'irruption du numérique dans le métier de l'entreprise, dans l'activité de l'entreprise. En revanche, ben, moi, quitte à être un peu, vous voyez, à contre-courant des modes, mais comme je le dis tout à l'heure, on se méfie des modes à Catalyse, hein, je dirais que le numérique, la transition numérique dans l'action, hein, n'est pas forcément incontournable pour toutes les entreprises et dans toutes les activités. En tous les cas, pas forcément à très court terme. Et on peut très bien imaginer que une entreprise puisse d'abord n'opérer la transition numérique que dans son process et pas dans la relation avec ses clients. Vous voyez, on peut imaginer que pour une entreprise, intégrer dans son process de fabrication des capteurs, des logiciels qui analysent les éléments, de la robotisation, ce soit important, mais qu'en revanche, dans la relation avec ses clients, il n'y ait pas de terrain d'application du numérique ou l'inverse. Voilà. Donc, il faut toujours se poser la question, là actuellement, et nous c'est une grosse partie de nos interventions, hein, cet aspect numérique. Vous voyez, dans l'exemple que je posais tout à l'heure, y compris donc dans du traditionnel, comme vous l'évoquez là, une entreprise fait de la maintenance de chaudière, c'est assez traditionnel. Ben là, l'irruption du numérique va bouleverser en fait l'activité de cette entreprise et du marché. Voilà. Donc la question est toujours bonne à poser, comme je dirais de n'importe quelle évolution technologique ou sociologique, hein. La réponse, en revanche, doit être doit être mesurée, et la réponse n'est pas toujours, d'ailleurs les réponses automatiques doivent toujours conduire à s'interroger, vous voyez, c'est le début du totalitarisme quand il n'y a qu'une seule réponse à une question. Donc la réponse n'est pas nécessairement oui, il faut que je me lance dans le numérique, ou en tous les cas pas dans toutes les dimensions de mon entreprise. Et puis même si la réponse est il faudra que l'entreprise intègre du numérique, même remarque tout à l'heure, pas tout en même temps, donc il faut peut-être commencer par intégrer le numérique dans le process par exemple, et puis ensuite l'année d'après ou 2 ans après on s'attaquera au numérique dans la relation avec les clients par exemple. Vous voyez, pour garder notre exemple, pour bien faire la différence d'entreprise de maintenance, il peut y avoir du numérique en mettant des capteurs sur la chaudière, ça c'est dans son process, mais il peut y avoir également du numérique dans la relation client en envoyant les dates de rendez-vous pour venir avec le propriétaire de logement pour venir faire la maintenance de la chaudière, en envoyant les dates de rendez-vous par SMS. Vous voyez, voilà.
voilà, deux applications du numérique, l'un dans le process de l'entreprise, l'autre dans sa relation avec ses clients. Voilà, ben je crois que là, on a un tout petit peu dépassé. Il est midi 7 et donc nous allons clore notre webinaire qui était donc, je crois, une première pour BPI France Université. Donc j'espère que les participants, vous avez donc été très nombreux, ont trouvé intérêt à ce premier webinaire et puis que les échanges et les réponses aux questions vous ont également intéressé. Voilà, merci à tous de votre attention et à bientôt.